Bonjour à tout le monde. Alors c'est un peu, c'est un format un petit peu particulier pour ma part en tout cas. C'est toujours très très déstabilisant quand même de parler sans voir les gens. Mais je vous salue toutes et tous et vous m'excuserez, mais je ne prendrai pas trop de temps sur le protocole puisque nous sommes très timés. Donc je vais tout de suite commencer mes propos introductifs et remercier le conseil régional, les services et puis bien évidemment mon collègue Patrick Molinos, vice-président, qui s'exprimera tout à l'heure. Et puis Infranum et Monsieur Dugas, je vous salue également, je salue vos équipes et je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire sur les métiers de la fibre optique en Bourgogne-Franche-Comté, qui sont bien évidemment un enjeu et j'ai envie de dire, il y a c'est presque une accélération aussi depuis le début de la période épidémique que nous traversons avec la Covid. Et puis le confinement, bien évidemment, qui a accéléré aussi et renforcé les questions de télétravail. Mais je pense également au divertissement à la demande. Hein. Il y a aussi eu une explosion dans ce domaine-là. Et la fibre est, pour reprendre un terme à la mode en ce moment, la fibre est presque devenue un produit essentiel aujourd'hui, un indispensable du rester chez soi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, et c'est bien l'enjeu aussi de ce webinaire et de tout ce que nous faisons en matière de formation et de déploiement, c'est aussi pour répondre à ces enjeux de justice territoriale. Et nous ne sommes pas dans l'injustice passive, justement, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste de Foucault, à savoir ne rien faire alors qu'il y a quelque chose à faire. Là, pour le coup, il y a de vrais enjeux et un vrai sujet de justice territoriale, parce qu'on sait qu'il y a des territoires en Bourgogne-Franche-Comté qui sont encore, qui ont besoin en tout cas d'action dans ce domaine-là. Alors, je voudrais dire quelques mots justement sur la question du numérique comme étant un enjeu majeur de la mandature du Conseil régional, et c'est la raison pour laquelle la région s'est donnée comme ambition de déployer du très haut débit sur l'ensemble de ses territoires et se poursuit sur la période 2017-2020. C'est la raison pour laquelle la région s'est engagée dans une stratégie numérique ambitieuse et je suis persuadée que Patrick Molinos en parlera tout à l'heure, avec la SCORAN, la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique en Bourgogne-Franche-Comté, qui a été adoptée par l'Assemblée régionale le 27 juin dernier et qui fixe un cap pour le développement du numérique sur le territoire régional. Et puis, peut-être vous dire un mot sur la question et en tout cas sur la manière dont on conçoit aussi la question des compétences, du développement des compétences, complètement arrimée à la question du numérique, de l'économie. Et ces questions d'emploi, de formation, d'orientation, c'est vraiment un continuum complètement arrimé au sujet de l'économie. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas les sujets de formation sans être complètement connecté au territoire et au métier en recrutement et au développement économique. C'est la raison pour laquelle il y a un contrat d'appui à la performance économique et à l'évolution des compétences, le CAPECO, peut-être en avez-vous entendu parler, qui contribue justement à la structuration de cette jeune filière qu'est la fibre optique pour répondre aux enjeux de compétitivité et de compétences nécessaires pour adapter notre économie aux défis de la révolution numérique. Je voudrais comment dire, en deuxième point, peut-être prendre un petit peu de temps pour parler de l'action régionale en matière d'orientation, de formation au service du secteur de la fibre optique, puisque c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui et peut-être plus précisément sur la table ronde numéro 2. C'est vrai que la question de l'orientation aujourd'hui, elle est au cœur aussi de notre politique publique, puisque c'est une compétence aussi qui a été renforcée par la loi sur la formation professionnelle il y a quelque temps. Aujourd'hui, les régions ont la compétence sur l'information des métiers et l'orientation. Et je crois que l'orientation est au cœur vraiment de tous ces enjeux-là. Et d'ailleurs, moi, je parle volontiers d'orientation tout au long de la vie. L'orientation, c'est aussi un marché du travail
très tendu et un marché du travail qui n'a rien à voir avec le marché du travail il y a ne serait-ce que 15-20 ans. C'est un marché du travail dans lequel il y a énormément de CDD. Je prends souvent cet exemple, mais 30% des CDD l'année dernière ont une durée inférieure à une journée, donc ce qui prouve qu'il y a une tension et le modèle CDI et emploi et le même emploi tout au long de sa vie, c'est terminé. Les métiers évoluent, vous en savez quelque chose. 70% des métiers qui embaucheront en 2030 n'existent pas encore. Et toutes ces données-là, en tout cas, impactent l'orientation tout au long de la vie. Et l'orientation n'est pas que pour les jeunes, mais aussi pour des demandeurs d'emploi qui sont enfermés dans le chômage. Aujourd'hui, il y a un demandeur d'emploi sur deux qui a plus de 12 mois de chômage, un quart qui a plus de 24 mois de chômage. Et c'est la raison pour laquelle notre action aussi va prioritairement vers les publics qui sont pas ou peu qualifiés, mais également sur tout ce qui est transition professionnelle. Et dans la période, il y en a énormément de transitions professionnelles et de volonté de se réorienter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations et tout l'enjeu aussi des actions que nous menons à travers nous avons mis en place aussi une communauté des acteurs de la formation professionnelle, mais également de toutes celles et ceux des professionnels qui accompagnent des jeunes et moins jeunes en situation de recherche d'emploi ou en situation de reconversion professionnelle. Eh bien, c'est important pour nous aussi de les outiller sur les métiers qui recrutent, sur parfois il y a des mauvaises représentations et en l'espèce sur les métiers de la fibre aussi, il y a vraiment un besoin de mettre à jour le logiciel, si je puis dire, sur les représentations qu'on peut avoir de ces métiers-là. Et pour faire un parallèle, je voudrais prendre ce qui se fait dans l'industrie. Il y a vraiment eu, sur l'orientation notamment, un gros travail fait sur les représentations que les jeunes et moins jeunes pouvaient avoir des métiers de l'industrie à travers les salons Smile. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes ont souvent une représentation complètement erronée. Pour eux, c'est un secteur sale, répétitif. Voilà, il y a des représentations très négatives de ces métiers. Or, vraiment, c'est important d'aller contredire ces représentations. Et c'est tout ce que nous faisons aussi à travers des salons et des entreprises virtuelles, à travers tous les Serious Games, etc., pour initier aussi et informer sur les métiers. Et puis, pour terminer, dire aussi que ce qui est nouveau pour la région, c'est justement tout ce qui concerne l'orientation et l'information sur les métiers auprès des élèves des collèges notamment et des lycées. Et c'est la raison pour laquelle on crée, et bon, alors là, je vous avoue que c'est un petit peu décalé dans le temps à cause de la période que nous vivons, mais de créer des espaces de rencontre entre les professionnels des secteurs qui recrutent, des métiers en tension, et les enseignants qui ont pour mission de transmettre en tout cas et d'informer leurs élèves sur les métiers, etc. Or, ils n'ont pas forcément les connaissances ou les bonnes informations sur les métiers et sur les secteurs et le marché du travail. Donc, on crée vraiment avec le rectorat des espaces de rencontre entre les professionnels et les enseignants parce que personne de mieux placé que les professionnels pour parler et rendre sexy les métiers qui recrutent. Et enfin, je termine vraiment pour vous dire qu'à destination des demandeurs d'emploi, il y a des formations dans le secteur de la fibre optique qui sont intégrées justement au nouveau dispositif de formation du BTP qui a été mis en place début 2019 et qui se décline en 6 filières, travaux publics, construction traditionnelle, construction bois, aménagement, finition, électricité domotique et sanitaire et thermique. Et c'est un dispositif qui est organisé en entrée cadencée tout au long de l'année avec des parcours construits à la carte en fonction des projets professionnels des bénéficiaires. Et cette modalité permet donc de construire des parcours courts, très spécialisés pour répondre aux besoins en compétences dans les territoires. Voilà, j'en termine là. Je vous remercie et bon webinaire. Merci Madame la vice-présidente. Merci également à Patrick Molinos pour avoir accepté d'organiser ce webinaire qui s'inscrit plus largement dans un programme que nous lançons avec la région Bourgogne-Franche-Comté, que nous lançons en Bourgogne-Franche-Comté avec Région de France, puisqu'il s'agit pour la filière, dans le cadre notamment du CSF, le comité stratégique de filière, de faire, comme vous l'avez souligné, la promotion de nos métiers et rien de tel que les industriels pour promouvoir ces métiers qui, effectivement, je vous le confirme, ne sont pas sales,
C'est plutôt agréable que de travailler en plein air sur nos chantiers. Alors évidemment, qui dit en plein air dit aléas climatiques, mais comme vous le savez, pour tous ceux qui connaissent nos métiers, l'ensemble de nos collaborateurs, et notamment ceux qui produisent sur chantier, ont quand même une grande liberté d'action et sont des métiers assez gratifiants, puisque c'est quand même une mission d'intérêt national, d'intérêt général et international. Et comme vous l'avez souligné, il s'agit bien de produits essentiels. Et j'en veux pour preuve que les boutiques des opérateurs sont-elles ouvertes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette particularité dans notre centre-ville, mais les boutiques des opérateurs sont ouvertes, donc il est bien identifié par le gouvernement que le très haut débit au sens large est bien une activité essentielle. Alors donc pour revenir au sujet qui nous occupe ce matin, au niveau national, comme vous le savez, nous avons dépassé le fibrage de plus de la moitié des locaux de notre pays, ce qui sous-entend qu'il reste encore l'autre moitié à réaliser. Et bien entendu, ça nécessite encore de nombreuses embauches, des embauches en CDI, pour faire écho à ce que vous évoquiez à l'instant sur les CDD. On embauche systématiquement en CDI, tout simplement parce qu'il reste encore quelques années pour le déploiement du très haut débit, on le sait tous. Alors, est-ce que ça finira en 2025 ou un peu après? Personne ne le sait dire pour l'instant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a du travail jusqu'en 2025 et que dans tous les cas, une fois le déploiement terminé, il nous restera évidemment la maintenance du réseau. Bien entendu que d'autres métiers, je pense notamment au déploiement de la 5G, même si ça peut faire polémique, la 5G sera évidemment un débouché pour notre secteur. Et j'y reviendrai, il y a également les territoires connectés, voire l'international. Alors, sur les actions menées ces dernières années, comme certains d'entre vous le savent, nous avons signé avec Myriam El Khomri à l'époque un EDEC. On y reviendra sur les deux tables rondes à venir. Un EDEC permettant donc un investissement de l'ensemble de la filière et notamment des OPCO à nos côtés pour former assez rapidement, puisqu'on a la chance dans nos métiers de pouvoir en quelques semaines, quelques mois, former des techniciens, des monteurs réseau, hein, tout simplement. L'avantage de notre filière, c'est qu'elle a l'ensemble des plateaux de formation aujourd'hui à disposition, hein, via Objectif Fibre, qui en a labellisé plus de 40 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Nous avons les organismes de formation, nous avons toutes les briques sont là pour pouvoir former, et notre principal problème aujourd'hui, c'est de trouver du monde à former. Ça peut sembler ubuesque, surtout dans la période que nous vivons à l'heure actuelle, mais nous avons énormément de problèmes à trouver du monde pour venir sur nos métiers. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est parce qu'on a clairement un déficit d'image et certainement également un déficit de communication, et c'est bien pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour rappeler à l'ensemble de la population et notamment à ceux qui sont en recherche d'emploi que nous recrutons, nous embauchons en CDI et nous sommes capables de former en quelques semaines. La question que peut se poser notamment ceux qui s'engageraient dans cette filière, c'est OK, on a bien compris, déploiement du FTTH 2025, quid next? Alors le next, je l'évoquais à l'instant, la 5G, mais il y a également, et ça sera l'objet d'un EDEC 2 qui est donc en cours de finalisation avec l'ensemble des parties prenantes, dans le cadre du comité stratégique de filière, où l'objectif de cet EDEC 2 est de recenser toutes les possibilités d'évolution et de reconversion à l'issue du déploiement du FTTH. Et donc, elles sont nombreuses, ces reconversions, donc il n'y a pas de souci à avoir. On peut s'engager sans aucun problème dans notre filière. Et je pense notamment, avant d'évoquer l'international, je pense notamment au plan France Territoire Connecté que nous sommes en train d'initier au sein du CSF, pour lequel le secrétaire d'État Cédric O est tout à fait motivé pour faire évoluer globalement la filière en ce sens. L'idée, c'est quoi? Très simplement, c'est que ce que nous avons réussi avec le plan France Très Haut Débit, le calquer sur les territoires connectés
Donc, il y a une co-construction, collectivité territoriale, gouvernement, État stratège et industriel pour avoir un modèle applicable sur l'ensemble du territoire et pas que sur les agglomérations. C'est bien pour ça qu'on ne parle pas de smart city, mais de territoire connecté. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la vice-présidente, les débouchés sont, j'allais dire, infinis. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, sont colossales parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les métiers de demain ne sont pas connus. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'ensemble de ces données collectées dans le cadre de ces territoires connectés, nous inventerons énormément de services pour nos citoyens. Et dans ce cadre-là, par définition, ça créera de l'emploi. Julien, je vais donc te passer la parole pour cette première table ronde. Bon webinaire à tous et je vous retrouverai avec Patrick Molinos pour la conclusion. Merci. Merci beaucoup Étienne, merci Madame Godard. Merci beaucoup pour cette introduction. Bienvenue à tous et merci de votre participation pour cette matinée intitulée « Nous recrutons en Bourgogne-Franche-Comté ». Je crois que l'intitulé est assez clair sur l'objectif de la matinée. Le chantier de la fibre est tout simplement colossal. Ça représente 30 milliards d'euros mis sur 10 ans, à la fois par les collectivités, l'État et bien sûr les industriels. Les ambitions gouvernementales sont extrêmement hautes puisque on parle de 100% fibre d'ici 2025 et donc les recrutements pour arriver seulement à niveau national. Et aujourd'hui, nous sommes venus parler précisément de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, en tant que public, vous avez la possibilité, grâce à l'interface qu'on vous fournit aujourd'hui, de participer aux échanges. Vous pouvez tout d'abord discuter entre vous à travers le bouton de chat qui se trouve à la droite, en principe, de votre écran. Vous pouvez également interpeller l'ensemble des panélistes avec le bouton questions. Vous pouvez poser vos questions et ensuite voter pour les questions de vos pairs qui nous seront retransmises pour qu'on puisse tenter d'y répondre. Et nous vous proposerons également un certain nombre de sondages au cours de l'événement auxquels nous vous invitons à répondre. Alors pour cette première table ronde, nous allons surtout parler des enjeux. Cette table ronde est intitulée donc « Enjeux nationaux et régionaux de recrutement dans le déploiement de la fibre optique ». Nous allons tout d'abord quantifier l'ampleur des chantiers et le nombre de recrutements qui sont nécessaires pour y arriver, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional. Nous tenterons également de qualifier les spécificités régionales en Bourgogne-Franche-Comté et de revenir sur les difficultés de recrutement qu'évoquait Étienne à l'instant, puisque en fait elles sont nombreuses. J'invite donc les panélistes à me rejoindre et donc à ouvrir leur caméra. Aujourd'hui sont présents avec moi sur ce plateau virtuel Zakaria Alayan, qui est directeur du programme France Très Haut Débit au sein du ministère de la Cohésion territoriale, Patrick Molinos, vice-président chargé du numérique pour la région Bourgogne-Franche-Comté, Denis Leroux, président du syndicat mixte du Doubs, et enfin Amandine Boise, responsable RH de proximité au sein d'Orange. Zakaria, vous vouliez nous présenter le paysage national et poser le cadre pour commencer. Je vous laisse la main. Très bien, merci, merci Julien. Écoutez, avant tout, bonjour à tous. Zakaria Alayan, directeur du programme France Très Haut Débit au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et avant tout, je suis ravi de présenter le plan, de présenter l'ambition de ce plan et la traduction concrète dans les territoires. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est quelques slides qui vous permettront de bien en saisir toute l'ambition. Alors, j'espère que les slides sont visibles. Julien, n'hésite pas à me le confirmer. On les voit. C'est très bien. Eh bien, avant tout, le plan France Très Haut Débit, il s'agit d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand chantier d'infrastructure de ces dernières années. À l'origine de ce projet, il y a avant tout le choix du président de la République, le choix du gouvernement de faire de l'accès au numérique pour tous et dans tous les territoires une priorité nationale. Et pour dire simplement et reprendre un peu les mots de la présidente, si il y avait encore, il pouvait persister un doute chez certains s'agissant de ces choix-là, la crise sanitaire et ces confinements ont définitivement conforté ces choix-là.
Et l'accès au numérique aujourd'hui apparaît définitivement essentiel pour préserver l'activité économique, l'activité professionnelle, la poursuite d'études pour les étudiants, mais également le lien social. Et c'est vraiment déterminant et probablement que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui le subissent et le constatent à chaque instant. Alors, cet objectif ambitieux, en fait, ce projet ambitieux, il se décline en 3 étapes. La première, c'est ce que nous appelons la cohésion. C'est ce qui est visé pour la fin 2020, qui est d'offrir à tous un bon haut débit. Ce que nous appelons le bon haut débit, c'est 8 mégabits par seconde. Et ces 8 mégabits par seconde donc, seront atteints en 2020 avec différentes solutions. On parle de la fibre aujourd'hui, mais d'ici à fin d'année, la fibre ne sera pas encore partout. Il y a d'autres solutions qui existent encore et qui offrent ces 8 mégabits par seconde. Il y a encore le cuivre, la DSL ou le VDSL. Il y a des solutions hertziennes. Les solutions hertziennes, c'est l'accès à Internet via les pylônes de téléphonie mobile, via ce qu'on appelle la radio THD ou via le satellite. Ce sont des solutions qui aujourd'hui fonctionnent et qui permettront d'atteindre l'objectif, le premier avis, qui est celui de la cohésion. Le deuxième objectif présidentiel, c'est l'ambition. C'est ce qu'on le qualifie d'ambition parce que c'est ce qui est visé à fin 2022. Et là, c'est 30 mégabits par seconde pour tous. Et c'est ce qu'on appelle le très haut débit pour tous. Donc, c'est 30 mégabits par seconde. Évidemment, là, on va chercher des solutions évidemment les plus performantes. Et dans cette ambition, la fibre aura une très grosse place. Il faudra que la fibre remplisse l'essentiel pour pouvoir offrir à tous les 30 mégabits par seconde. Évidemment, il y aura encore d'autres solutions parce que tout le territoire ne sera pas fibré à cet horizon. Il y aura des solutions, encore une fois, hertziennes, satellites qui sont toujours plus performantes et qui offriront ces 30 mégabits par seconde. Et enfin, la généralisation. Alors, la généralisation à 2025, qui est, alors c'est très simple, c'est permettre à tous d'être raccordés à la fibre dès lors qu'ils le souhaitent. Et c'est ce qui va traduire de manière très concrète dans le territoire par le raccordement de l'ensemble de tous les locaux qui le souhaitent. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de chantier d'infrastructure ambitieux, et peut-être même le plus grand, c'est que nous réalisons collectivement, donc collectivité, État, opérateurs, tout ce réseau en une dizaine d'années. Et d'une certaine manière, en fait, on est en train de recréer un réseau un peu comparable à d'autres réseaux comme celui de l'électricité ou celui du téléphone fixe, mais dans un agenda beaucoup, beaucoup plus resserré, d'où cette ambition. Alors, dans ce slide, vous voyez un peu 2 zones. Sans rentrer dans trop de techniques, nous avons 2 types de zones. Nous avons les zones d'initiative privée, dans lesquelles c'est les zones, entre guillemets, les plus denses, dans lesquelles les opérateurs privés investissent et ça représente 3600 communes, c'est à peu près un peu plus de la moitié de la population. Ces opérateurs privés qui investissent, qui réalisent, et parce qu'ils y trouveront le rendement ou la rentabilité souhaitée par la densification de la population. Et la zone d'initiative publique, qui elle représente 45% de la population, qui évidemment est plus diffuse, beaucoup moins dense, et qui, parce qu'il y a carence de l'initiative privée, fait que les collectivités territoriales se sont engagées, chacune, pour déployer des réseaux dans leur territoire. Et là, dans cette univers, l'État est aux côtés des collectivités pour financer ces projets. Et c'est bien le sens de l'action du plan France Très Haut Débit, c'est d'aller accompagner tous les projets des collectivités, de les financer et de les accompagner pas à pas pour apporter à tous la fibre. Petite information, la crise a engagé un plan de relance et dans le cadre de ce plan de relance, nous avons obtenu des crédits supplémentaires. Alors, je ne rentre pas trop dans la technique financière, mais c'est toujours plus d'argent qui nous permettent de toujours plus accompagner les collectivités dans leurs projets pour aller toujours plus loin dans le raccordement des locaux. Le slide que vous avez à présent traduit et présente la dynamique des déploiements. Les chiffres que vous avez, ce sont des chiffres par trimestre et en millions de prises raccordables. Vous voyez la dynamique. Vous voyez que depuis 2015, on est en pleine croissance quasi exponentielle. L'année dernière, nous étions quasiment à 5 millions de lignes. Là, vous constatez que 2020, dans les 2 premiers trimestres, nous avons fait plus que les 2 premiers trimestres précédents. Ça, je félicite tout le monde, je félicite les collectivités, je félicite les opérateurs. Les slides que je vous présente là ne mesurent pas nécessairement l'impact du Covid. Soyons prudents. Ce qu'on appelle une prise commercialisable, c'est celle que l'on compte ici, ce sont peut-être des prises qui ont été construites en début d'année. Donc les 1,26 millions de lignes de prises rendues commercialisables
au fin du deuxième trimestre étaient peut-être des choses qui avaient été réalisées au premier trimestre. Donc, on mesurera l'impact du Covid dans les prochaines semaines avec les chiffres du troisième trimestre. En revanche, la dynamique est là et c'est bien l'essentiel. C'est-à-dire que l'outil industriel est là, il fonctionne, il travaille et il y a encore énormément à faire. Là, vous voyez une carte de France qui permet de vous montrer un peu tout l'avancée des travaux. Alors évidemment, vous aurez compris que plus le bleu est foncé sur la carte, plus le projet est avancé. Et à date, sur l'ensemble des territoires, comme l'indiquait tout à l'heure le président d'Infranum, c'est la moitié des locaux du territoire qui sont desservis. Donc j'en parlais il y a quelques minutes. Deux premiers trimestres 2020, déjà 2,5 millions de lignes nouvelles déployées. On vise les 5 millions à l'effet crise sanitaire près qu'on appréciera dans les prochaines semaines. S'agissant de l'emploi, et c'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez à droite un graphique qui est une projection du cabinet Ambroise Bouteille et Associés sur les métiers, les besoins en nombre en emploi annuel pour les prochaines années et à un horizon jusqu'en 2028. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'est D2, D1 plus D2 et D3, c'est plutôt une nature de travaux. Ce qu'il y a à retenir, c'est que, comme disons un mot sur la D3, c'est le raccordement client. Là, on le voit, vous voyez la montée en puissance jusqu'en 2022 avec un pic à 27 000 emplois. Et ça, c'est le besoin qu'il y aura sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, vous voyez, on voit une décrue s'engager pour ensuite se stabiliser. Un peu comme ce qui était évoqué tout à l'heure, il y aura une stabilité. Pourquoi? Parce que ces réseaux existent, ces réseaux vont continuer à vivre et il y aura toujours besoin de ressources pour les faire vivre, les maintenir, peut-être les faire évoluer à la marge, peut-être leur donner un peu plus de résilience. Donc, l'activité, il y aura toujours de l'activité, s'agissant de la fibre. Donc, la main-d'œuvre recrutée doit être formée pour assurer la qualité et surtout la pérennité des réseaux. Donc, il y a un vraiment effort à faire collectivement, et d'où le sens de ce webinaire aujourd'hui, dans la formation et le recrutement des candidats. Et pour cela, l'État a accompagné tous les besoins dans le rythme de déploiement de la fibre, et un EDEC, ça a été évoqué tout à l'heure, a été mis en place en 2017 avec 2,7 millions d'euros, dont 800 000 euros de l'État, qui ont permis de construire un premier socle des outils indispensables pour assurer la formation. C'était l'analyse des besoins, les cartographies des métiers, les outils de communication, notamment dans la formation. Et ce que je retiens, moi, c'est aussi des conclusions de ce premier EDEC, c'est qu'il y a encore besoin d'accompagner les métiers de la fibre. Il y a encore ce besoin, parce que le pic, et en fait, comme on l'a constaté, il a été repoussé, mais il a été également amplifié. Il y a encore plus de besoins, plus que ce qu'on anticipait en 2017. Il est encore essentiel qu'on mène un travail pour cibler encore mieux les compétences et s'agissant de ce que j'appelle moi le D3, qui est celui du raccordement client, et pour cela un peu structurer les formations utiles, la politique RH à mener, et enfin, comme ça a déjà été évoqué, réfléchir aussi à l'avenir. Les graphiques vous les ont présentés. Il y aura un plateau, après cette baisse, il y aura un plateau, et donc il faut aussi trouver les relais de croissance pour chacun des gens qui travailleront dans la fibre à cet horizon-là, et leur offrir des perspectives. D'où l'appel de l'État, qui appelle le CVE, à participer, à engager un nouveau EDEC, et l'État sera ravi de participer à ce nouveau financement. Merci Zakaria, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Merci d'avoir présenté la situation nationale. On va maintenant se pencher sur la situation régionale avec Monsieur Molinos, donc vice-président chargé du numérique pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Zakaria nous disait à l'instant qu'au niveau national, on en était autour de 50% de réalisation du déploiement. Où est-on en Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait non seulement du déploiement de la fibre, mais peut-être du très haut débit qui sert à attendre cette fibre? Bonjour à tous. De Zakaria, je vais pour une fois, du fait du contexte, et uniquement du fait du contexte, me réjouir d'une situation qui par ailleurs n'est pas réjouissante.
Je m'explique. Dans la mesure où l'objectif de cette table ronde et de cet échange aujourd'hui est d'exprimer, de démontrer tout l'intérêt qu'il y a à former et à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour ce déploiement de fibres et ces métiers relativement nouveaux, en tout cas dans leur ampleur. Il est important de montrer qu'il reste beaucoup de travail à réaliser. Nous voudrions tous que le pays soit déjà fibré. Ça serait un avantage compétitif, économique, social extraordinaire, mais nous en sommes encore relativement loin au plan national, comme Zakaria vient de l'expliquer, et c'est pire en Bourgogne-Franche-Comté. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. C'est pour ça que dans le contexte aujourd'hui, le fait qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir est plutôt une bonne nouvelle parce que ça doit inciter les formateurs, les recruteurs, les jeunes ou les moins jeunes qui veulent se former à ces métiers à s'engager vers une activité qui a encore et très certainement de beaux jours devant elle, à l'exception notable, même s'il y a encore beaucoup à faire, du département du Doubs, mais Denis Leroux expliquera un peu plus avant ce qu'il en est chez lui. Alors, l'état de l'art en matière de déploiement du très haut débit sur la Bourgogne-Franche-Comté est le suivant. Globalement, déjà, si nous additionnons les deux zones et les trois modalités, les deux zones urbaines, AMI, rurales, RIP et AMEL, on est à un global de taux de réalisation aujourd'hui, chiffre ARCEP, d'un tout petit peu plus de 30%, 31%. Sur un objectif, je vérifie mes chiffres, de total de prises à construire de presque d'un peu plus d'un million 730 000 prises, 533 000 sont aujourd'hui réalisées seulement, soit 30,84%. Si on rentre dans le détail département par département, c'est important de le voir, dans les zones RIP, financées par l'argent public de l'État, de la région et des départements, et parfois des intercommunalités et des communes, nous sommes en Côte d'Or à fin septembre. Alors, les chiffres ont progressé un peu depuis et vont progresser sans doute de manière assez exponentielle, il faut le souhaiter, dans les mois qui viennent. Mais à fin septembre, en Côte d'Or, sur un objectif RIP 1 de 80 000 prises, il y en avait 1312 déployés selon l'ARCEP. Dans le Doubs, qui est le bon exemple, le bon élève, voire le très bon élève de Bourgogne-Franche-Comté, on était à 57 042, le chiffre est un peu plus élevé aujourd'hui, Denis le dira, ce qui représentait un taux de couverture de près de 77%, sur la phase 1 de 74 000 prises. Le Jura avait déployé 1115 prises sur 52 000, soit 2,14%. La Nièvre, 1981 prises, soit 4,11% des 48 236. La Haute-Saône, 355 prises des 50 000, soit 0,71%. La Saône-et-Loire, 1291 prises sur les 102 000, soit 1,27%. Et Lyon, 558 sur 57 000, soit 0,98%. On a fait le point hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec Zakaria et le président du département de Lyon. Depuis fin septembre, en réalité, ils en ont déjà fait 3 fois plus, ils sont à 1500, et puis ça accélère. Mais vous voyez qu'il y a encore, sur les zones RIP phase 1, beaucoup à faire pour atteindre l'objectif. Sur les zones RIP phase 2, elles n'ont pas débuté, mais c'est sur le Doubs 46 000 prises, Denis, si mes chiffres sont justes, 83 000 sur le Jura, 80 000 en Haute-Saône et 115 000 dans Lyon. Sur les zones AMEL, confiées donc des zones équipées par des opérateurs privés en zone rurale, pour résumer, là aussi il y a quasiment pas de démarrage formel, de livraison formelle. Nous avons 57 000 prises en objectif en Côte d'Or, aucune réalisée à ce stade, 67 000 dans la Nièvre, aucune, 95 000 en Saône-et-Loire, aucune, et 24 500 sur le territoire de Belfort, où là, un tiers des prises ont été réalisées. Sur la zone AMI, la zone dense, la zone d'initiative privée, là, évidemment, les taux de réalisation sont plus importants, mais nous ne sommes quand même pas au bout du chemin. Sur la Côte d'Or, 148 000 prises sur 187 000, soit 80% ont été réalisées. Sur le Doubs, 115 000 sur 177 000, soit 65%. Sur le Jura, 20 000 sur 35 000.
57%. Dans la Nièvre, 20 000 sur 42 000, 48%. En Haute-Saône, 13 000 sur 19 000, 67%. En Saône-et-Loire, 73 000 sur 135 000, 54%. Dans l'Yonne, 36 000 sur 52 000, 69%. Et enfin, sur le territoire de Belfort, 35 000, presque 36 sur 52 000, là encore, 69%. Donc, je sais que c'est jamais très rigolo d'asséner des chiffres, mais si on veut illustrer la réalité du chemin qu'il reste à parcourir, il faut vous dire cette réalité. Alors évidemment, dans 6 mois et dans 1 an, ces chiffres se seront considérablement améliorés, nous le souhaitons tous, mais vous voyez bien qu'il reste un chemin encore très long à parcourir et que les entreprises qui conduisent ces chantiers sont sans doute en besoin et en tension assez forte. Mais la question du déploiement n'est pas la seule, évidemment, c'est l'enjeu immédiat, mais la durée de ces engagements professionnels, on peut la lire dans d'autres métiers ou dans les phases ultérieures. Ça a été dit, la question des territoires intelligents qui vont générer de nouvelles activités nécessiteront des expertises de ce type. On peut et on doit imaginer que beaucoup de collectivités, que des collectivités s'engageront dans la réalisation de réseaux privés et de GFU pour lesquels, ma foi, on aura besoin de compétences. La question de la maintenance sur le long terme est évidemment essentielle. Et puis, les nouvelles technologies, je crois que ça a été évoqué en phase de déploiement, au-delà des débats et de l'écume des postures du moment. La question de la 5G va forcément mobiliser l'industrie dans de très grandes proportions et pas uniquement pour les territoires urbains, je le crois, en tout cas je le défends. Et puis il y a ce sujet connexe qui n'est pas un petit sujet, qui est celui du raccordement à l'abonné, où là il y a une articulation, on en a parlé à l'université d'été THD de l'AVICA il y a 15 jours. Il y a là un enjeu qualitatif, il y a un enjeu de qualification. Et moi, je l'ai dit de manière un peu naïve, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai posé la question en ces termes et il m'a été répondu que j'avais touché là un point extrêmement important. Je pense qu'il y a un lien à faire avec le monde de la proximité avec les abonnés, qui est le monde des électriciens, et qu'il y a là une corde nouvelle à l'arc de ces artisans qu'il faut envisager de solidifier. Et je pense que ça peut passer par 2 personnes spécifiquement sur ces thématiques. C'est un besoin évident. Nous vivons là une révolution technologique qui ne se termine pas avec le fait de tirer le tuyau. Une fois le tuyau, pardon d'être un peu simpliste, mais une fois le tuyau tiré, il faut s'assurer qu'il fonctionne, qu'il est entretenu, qu'il peut être réparé quand il y aura des difficultés, et forcément il y en aura. Nous avons de la fibre enterrée, nous avons de la fibre aérienne, il y aura forcément des besoins importants de suivi et de maintenance. Donc, tous ces éléments, le travail de fond qui reste à réaliser, très important sur la Bourgogne-Franche-Comté, la maintenance qui durera des années, la montée en puissance des territoires intelligents et de tout ce que ça va nécessiter comme nouveaux engagements, tout ça concourt, je crois, à une dynamique qui doit être une dynamique de confiance à impulser auprès des formateurs, des recruteurs et surtout des jeunes pour qu'ils se disent qu'il y a là un avenir professionnel assez sûr, solide, qui peut leur garantir effectivement une carrière de belle qualité.
Merci beaucoup pour ce portrait détaillé et complètement transparent. Madame Godard nous parlait tout à l'heure de la Scoran. J'ai également vu que vous aviez publié un rapport dans lequel vous faisiez part de votre vision. Et si j'ai bien compris, vous allez monter une agence, une déclinaison régionale de l'agence numérique? Ah, ce n'est pas tout à fait une déclinaison régionale de l'agence du numérique, avec tout le respect que j'ai pour l'agence du numérique, dont je trouvais qu'elle vivait particulièrement bien lorsqu'elle était en dehors de la NCT, et dont je sais que ses troupes essayent de faire en sorte que ça ne se dégrade pas au sein de la NCT. L'idée est que les collectivités ont un peu plus de souplesse, souvent, que l'État dans leur modalité d'organisation. Nous ne sommes pas soumis exactement aux mêmes enjeux et aux mêmes contraintes. Et donc, nous avons la conviction que la question du numérique, derrière la question des tuyaux, mais la question qui nous importe aujourd'hui, l'enjeu majeur pour demain, c'est les usages. Usages qui entraîneront des besoins techniques évidents, mais c'est la question des usages. Et si nous ne savons pas accompagner le monde économique, les collectivités et les citoyens dans l'appropriation la plus efficace possible, la plus bénéfique en termes personnels des outils numériques, nous passerons à côté d'un véritable changement de… alors, je ne vais pas utiliser le terme changement de paradigme, parce que ce terme m'agace, parce qu'il est mis à toutes les sauces, mais il y a un saut à réussir. Les régions, les entreprises, les citoyens, les collectivités, les associations qui sauront s'emparer le plus utilement possible des outils numériques prendront beaucoup d'avance sur les autres. Et pour ça, il faut un accompagnement d'ingénierie qu'il n'est pas possible, à mon sens, de concentrer à une échelle infrarégionale. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, parce qu'il faut des moyens importants, il faut recruter de l'expertise de très haut niveau, il faut être en capacité d'interagir avec les grands acteurs nationaux ou internationaux, l'État bien sûr, mais aussi les grands acteurs privés qui ne cessent d'amener de nouvelles applications, de nouveaux projets. Il faut pouvoir objectiver les débats de manière sérieuse. Ceux qui se racontent sur la 5G en ce moment méritent mieux que quelques articles qui mettent le feu un peu partout pendant quelques semaines. Il faut pouvoir objectiver ces choses-là. Et l'objectiver, ça ne peut pas être seulement à travers la parole des opérateurs ou des entreprises privées qui défendent naturellement leurs objectifs qui sont les leurs. C'est entendable, mais il faut une parole publique d'intérêt général assise sur une expertise puissante. C'est pourquoi nous pensons que nous devons constituer cette agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux technologiques, des enjeux économiques, des enjeux politiques et sociaux qui sont à l'œuvre là derrière. Et donc, pour pouvoir les embrasser, il faut une structure puissante en ingénierie et il faut que cette structure rassemble. C'est pour ça que j'ai proposé qu'elle soit en dehors. On pourrait se dire la région pourrait le faire directement, mais en réalité, je pense que cette structure doit rassembler les différents niveaux de collectivité, être au service des différents niveaux, les départements comme le bloc communal, évidemment. C'est pour ça que créer une agence que l'on propose, on sait où on va, hein, enfin on sait où on espère aller en tout cas, que l'on propose d'appuyer sur le groupement d'intérêt public Territoire numérique BFC, qui rassemble déjà 1750 adhérents, et qui compte parmi ses fondateurs les départements de l'ex-Bourgogne et surtout l'État, est une base de travail importante pour fonder cette agence qui aura donc 3 pieds, un pied d'accompagnement aux collectivités, un pied sur l'inclusion numérique, et ça intéresse notamment les départements, et puis un pied sur l'accompagnement du monde économique en lien et en coordination avec les outils qui existent déjà, agences économiques régionales, structuration de la filière, chambres consulaires, bien évidemment, des 3 secteurs, hein, l'artisanat, le commerce et l'agriculture. Voilà le pourquoi du comment de la préfiguration de cette agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'est un message important.
Monsieur Leroux, vous êtes président du syndicat mixte du Doubs. Depuis le début de cette matinée, vous êtes présenté comme le bon élève. Au-delà du taux de déploiement et s'agissant d'une zone rurale, au niveau du taux d'adoption, du nombre de personnes qui s'abonnent à cette fibre, une fois qu'elle est installée, est-ce que ça marche bien? Bien, bonjour à tous, Denis Leroux, donc oui, vice-président du département du Doubs, chargé des références à ce que disait M. Molinoz à l'instant, Patrick Molinoz, chargé des 3 schémas, parce que je crois que c'est maintenant, c'est comme ça qu'il faut parler du numérique dans un territoire. L'aménagement numérique, hein, le schéma départemental d'aménagement numérique, schéma départemental des usages numériques, et qui se complète, parce qu'on vient de le voter il y a très peu, schéma départemental d'inclusion numérique. Donc, je porte, effectivement, pour le compte du département, vers de la présidente, l'ensemble de ces trois schémas. Alors, oui, on va vous le dire que ça marche, mais une toute petite page d'histoire rapidement, parce qu'il faut, ça obéit à un processus qui est quand même un processus qui doit être politique au départ, puis qui est effectivement technique et financier ensuite. Le RIP du Doubs, c'est 87% de l'espace départemental, c'est 230 000 habitants et 40% de l'économie, je le rappelle, jugée quand même relativement sans intérêt par les investisseurs privés en 2010-2011. On connaît tous l'histoire. Hein. Donc, c'est un département qui finalement qui s'organise en 2012 et qui axe d'emblée sur le 100% fibre à l'abonné. C'est vraiment la stratégie, la philosophie qu'on a voulu impulser ici, et le plus vite possible pour finalement faire en sorte qu'il y ait un accès à tous les opérateurs de services, y compris les opérateurs locaux et régionaux, parce que c'est eux, et eux seuls, j'insiste sur cet aspect, qui nous ont permis de lancer ce grand déploiement sur le département du Doubs. Création en 2013 par le département et les 3/4 des intercommunalités, et puis maintenant la totalité, une structure qui est celle que je préside, le syndicat mixte ouvert Doubs très haut débit. Et voilà. Donc c'est le réseau qui est né, on a même une date, hein, on a un acte de naissance, hein, le 23 octobre 2015, 300 premiers foyers éligibles, et dont la croissance maintenant est, il y a certains, supersonique, puisque 5 ans plus tard, vous l'avez dit, 62 000 foyers qui sont raccordables, et on vient de passer aussi ce petit seuil intéressant de 20 000 abonnés localement. Mais c'est aussi, parce que voilà, les chiffres que vous avez donnés, et cette position de leader sur la Bourgogne-Franche-Comté nous donne aussi beaucoup d'humilité, parce qu'il y a aussi énormément de travail encore, et on a décidé à l'exécutif du département une intensification effectivement du projet, puisqu'on souhaite le terminer en 2022. 2022, ça sera la totalité du département du Doubs, enfin, RIP, effectivement, le département du Doubs, avec en plus, qui sera effectivement terminé, mais avec la volonté aussi de laisser très très peu ou quasiment pas de locaux accordables plus tard ou sur demande. Hein, parce que ça aussi, c'est une question qui est importante. Chez nous, c'est moins d'1%. Et ceux qui connaissent le Doubs, y venir, ou ceux qui pourront y revenir et changer de région dès le confinement terminé, savent qu'il y a des hameaux, enfin des écarts très importants liés à la pastoralisme effectivement agricole qu'on relie bien sûr. Donc c'est déjà chez nous 52% de la zone d'intervention publique, donc de la ruralité finalement qui est déjà fibrée avec un taux d'équipement conséquent. C'est aussi, voilà, derrière il faut avoir les reins solides, c'est 3-4 millions d'euros de dépenses chaque mois. Donc c'est des sommes quand même colossales. Et puis bien sûr, même si c'est des problématiques qu'on évoque moins maintenant, à peu près 4000 km de câbles qui sont déployés sur le territoire. Alors, c'est sûr, dans le Doubs, nous, on a fait le constat, alors, sans doute parmi les premiers, dans le cadre de la Bourgogne-Franche-Comté, qu'il est plus que. Il est vraiment pas évident de recruter des personnes pour accompagner ce que vous avez dit, effectivement, comme être un chantier très important, l'un des chantiers les plus importants de la décennie. On avait d'ailleurs signé très tôt le signe d'alarme auprès de la région et des acteurs de la formation dès 2014-2015, ce qui d'ailleurs a permis la mise en place d'offres de formation via le CRETA notamment et la SEM Numérica sur le secteur de PMA. Ça n'a pas tout résolu. Hein. Mais bon, on s'était effectivement permis ces indications parce que c'est vrai qu'on est à la manœuvre depuis un petit moment. On pense avoir une vision assez bonne des enjeux de la construction et de l'exploitation. Alors, c'est peut-être lié à notre mécanisme aussi parce que nous, on est en direct. Hein.
notre montage, hein, le régie intéressé, qui n'est pas le modèle le plus fréquent dans toute la France, nous, on ne délègue pas ni le financement, puisqu'il est 100% public, hein, ni la conduite des études, et encore moins les travaux. Donc, on sait effectivement ce qui se passe du début à la fin, puisque c'est nous-mêmes, effectivement, qui passons des marchés publics qui sont gérés par nous. Donc, on a effectivement en direct les entreprises, pas les autres modèles, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne et qui nous donne peut-être un miroir peut-être un petit peu plus fidèle. Donc, oui, dès le début du projet, toutes nos entreprises partenaires, hein, sur l'ensemble des lots du département, ont subi des tensions dans les ressources humaines, ça c'est certain, tant pour les bureaux d'études que pour les équipes qui sont effectivement sur le terrain. Hein, sur notre secteur, pour produire, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, mais pour le coup, on le sait à la limite plus facilement, pour produire entre 15 à 20 000 lignes par an, et sur un territoire, surtout à dominante rurale comme le nôtre, c'est 150 hommes par jour sur le terrain, sur les territoires, répartis à peu près 30% bureau d'études, 70% terrain. Jean-Luc Chauvin, le directeur, me disait à l'instant, on a 67 sous-traitants. Hein, et le plus souvent, des entreprises de moins de 10 salariés, pas toutes d'ailleurs dans le secteur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait effectivement comme constat par rapport au thème que vous avez évoqué, c'est que les entreprises se sont débrouillées seules et continuent d'ailleurs à se débrouiller seules. Hein. Alors, effectivement, nos entreprises partenaires, qu'on voit régulièrement, on entretient des liens effectivement privilégiés parce qu'elles ont été choisies dans le cadre de marchés publics. Elles ont massivement formé elles-mêmes des personnes et puis ou celles effectivement qui recourent à sous-traitance. Mais voilà, on a eu le sentiment que en régional, hein, il n'y avait pas de plateau dédié et sortant effectivement des promotions de techniciens accordeurs prêts à l'emploi, prêts à effectivement travailler, parce que c'est maintenant qu'il faut effectivement ce personnel-là et pas 2, 3, 4, 5 ans. Hein. Donc, on a vu effectivement que ces formations ne correspondaient pas forcément aux besoins, peut-être avec des formateurs qui étaient peut-être plus des électriciens, hein, ou des spécialistes du câblage réseau intérieur au bâtiment, et non pas extérieur. Alors, effectivement, que le système de formation s'est sans doute renforcé maintenant, que les structures, les plateaux existent. Bon, ce qu'on voit nous aussi pour l'entente des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'échecs en début de formation et des gens qui sortent. Alors, il faut continuer, il faut trouver, il faut attirer des gens, il faut les fidéliser. Et voilà, il peut y avoir effectivement des idées peut-être préconçues au départ. Hein, la fibre optique, c'est peut-être plus pour certains voilà, de l'informatique, hein, des métiers qui sont proches de la bureautique, du secteur de l'informatique. Alors que la réalité, vous l'avez dit tout à l'heure, Dugas, je pense, l'a indiqué, c'est comme des métiers du travaux publics ou bâtiment, en extérieur, sur voirie, en hauteur, dans des regards, pas toujours voilà, un état phénoménal, rempli d'eau, de boue. Voilà. Donc, il y a une complexité, effectivement, par rapport à ce niveau-là. D'autre part, oui, ce n'est pas toujours facile dans une entreprise, qui ont pu consulter chez nous et obtenir des marchés, de faire migrer finalement des conducteurs d'engins, travaux publics, vers des missions d'installateurs. On fait l'entreprise hein, sur le secteur de EMA, Climent TP, pour ne pas la citer. Il y a eu fait le job hein, qui est efficace et qui a eu voilà, du mal à motiver, convaincre des jeunes pour intégrer ces équipes. Voilà, ils ont fait effectivement le nécessaire, mais on sait que voilà, certains ont préféré revenir à des fonctions de chauffeur d'engin, de terrassement, plutôt que continuer sur ça. Même si les besoins vont plutôt s'essouffler pour ces entreprises effectivement locales, puisque les grands travaux comme les LGV, les autoroutes deviennent rares, hein, un petit peu plus rares. Monsieur Leroux, vous évoquiez à l'instant les spécificités de votre zone publique. J'imagine que c'est des spécificités qui sont liées aussi à la ruralité sur laquelle vous intervenez.
Il me semble également qu'il y a un taux de chômage assez fort sur le département. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont liées justement à la zone publique et qui se reflètent dans les compétences? Est-ce qu'il y a certains profils? Il y a une grande diversité de métiers dans la fibre optique. Et effectivement, les gens qui sont sur le terrain que vous évoquiez à l'instant. Il y a également d'autres domaines, celui des études ou de la maintenance, par exemple, un peu plus tard. Est-ce que vous recherchez certains profils particuliers, en quelques minutes, sur votre zone? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de spécificité dans les compétences plus recherchées. Comment vous dire, un bon installateur, raccordeur, ou alors c'est des spécificités dont doit bénéficier tout salarié, tout employé. Ça va paraître bête, hein, ce que je dis, mais c'est comme la réalité. C'est une bonne vue, c'est une distinction des couleurs, c'est de la minutie et du sérieux. C'est une sorte déjà de prérequis qui sont importants. Mais les entreprises le diraient 1000 fois mieux que nous. Un bon technicien installateur qui sait d'ailleurs travailler dans les champs, je veux dire en ruralité d'ailleurs, il travaille aussi en zone urbaine, en centre-ville et inversement. Donc, il n'y a pas effectivement de spécificité particulière, si ce n'est celle-là. Mais bon, il y a peut-être lié à notre typologie de mode de déploiement. On sait que c'est forcément plus aérien en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Ce taux chez nous, il est important, hein, il avoisine presque les 60% dans le Doubs. Donc, ici, les services m'ont donné des chiffres précis pour vous dire, en gros, on remplace déjà on passe déjà par à peu près 16 000 poteaux d'Orange. D'ailleurs, j'indique qu'on en remplace finalement 30%, ou on les renforce parce qu'ils sont dans un triste état. Ça, c'est pas une spécificité du Doubs. Voilà. Et on passe sur 12 000 poteaux réseau électrique. Donc, en gros, 3-4 poteaux utilisés par ligne déployée. Alors, voilà. Donc, si on parle spécificité des employés, oui, c'est des moyens techniques et des prérequis, des compétences particulières. Voilà, il vaut mieux ne pas avoir le vertige, ça c'est certain. Il vaut mieux être formé aussi, peut-être, ou être habilité à des travaux à proximité de réseaux électriques. Ça, on sait que c'est des choses qui se forment. Être formé à l'utilisation de nacelles, puisque ça aussi, ça fait partie de ces obligations dans le cadre d'entreprise. Donc, s'il y a une spécificité, alors ce sont celles-ci, celles que les entreprises connaissent, qui ne paraissent pas insurmontables. Et nous, on a une complexité particulière, vous l'avez dit à l'instant, liée à la zone frontière. On est en partie 170 km de territoire frontalier avec la Suisse, ce qui nous met effectivement plutôt en tension sur le marché du travail, où on le sait depuis très longtemps, les personnes formées sur France, voire très bien formées sur France, ont la tentation de s'expatrier sur Suisse ou ailleurs, où elles vont gagner 2 fois, 3 fois leur salaire. Alors bon, c'est peut-être pas effectivement, il n'y a pas forcément une aspiration effectivement de ce type d'employé sur la Suisse actuellement, puisqu'il y a un déploiement qui est autonome, la Suisse, par un déploiement privé. Et on sait déjà que le secteur du bâtiment, tout court, peine déjà à recruter, fidéliser face à un marché suisse qui est bien plus porteur, bien plus rémunérateur. Voilà les spécificités. Donc, je réinsiste sur le fait que, sans tomber sur des choses effectivement complexes, mais on a besoin effectivement, enfin, les entreprises ont besoin de personnes qui ont les prérequis de ce métier, soit sérieuses, soit appliquées, parce que là, c'est peut-être des problématiques que n'ont pas encore nos autres partenaires en Bourgogne-Franche-Comté, mais quand le réseau est déjà à moitié déployé, il ne faut pas non plus le saccager. Donc, on a besoin des gens qui respectent effectivement un déploiement tel qu'il a été réalisé. Et derrière, sur l'aspect pérennité, on n'est pas inquiet parce que, c'était dit tout à l'heure par Patrick Molinos, mais voilà, ces réseaux, il faudra bien les entretenir, les maintenir. Donc, il y a un travail, il faudra bien les étendre, il faudra bien effectivement faire en sorte qu'ils soient à l'avenir, à l'instar des routes. Je veux dire, les routes départementales, par exemple, parce que c'est la compétence, existent depuis très longtemps. Et il y a encore tout autant d'agents dans les départements gérer, protéger les routes, les ouvrages d'art, et j'en passe. Donc, à mon sens, c'est la même problématique que sur les autoroutes du très haut débit, de la fibre optique. Il va bien falloir que ces réseaux-là, je ne parle même pas de la 5G, ça a été évoqué tout à l'heure, il va
même pas des usages qui vont se développer derrière, mais il y a besoin, à mon sens, de garder des entreprises qui auront un savoir-faire pour maintenir, pour réparer, pour intervenir. Et ça, il y a effectivement besoin que, à mon sens, les collectivités travaillent en lien. Nous, c'est le cas avec la région. J'en profite en saluant effectivement, et ça sera mon dernier mot, saluer effectivement que la région est un partenaire essentiel pour nous sur le volet des usages de l'inclusion, mais dès le départ de l'aménagement numérique, puisque la région est l'un de nos importants apporteurs de subventions. D'ailleurs, on entretient de bons liens et avec lequel on n'hésitera pas d'ailleurs de dire qu'on aura peut-être encore des besoins conséquents pour terminer cet aménagement sur le secteur du Doubs. Merci beaucoup, Monsieur Leroux, pour ce témoignage ancré dans le concret. On sent que vous êtes sur le terrain au quotidien. Je me tourne maintenant vers Madame Boise, donc responsable RH de proximité chez Orange. Bonjour. À l'inverse du SMICS du Doubs, qui agit en direct sur le terrain, lors de la préparation, vous m'expliquez que la structuration d'Orange était un peu différente. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu. Est-ce que vous pouvez revenir à la fois sur cette manière de fonctionner d'Orange avec ses sous-traitants et également en profiter pour répondre à une question qui nous a été posée grâce au public, merci à vous d'avoir contribué, sur en fait la diversité des métiers. Quelle est la diversité des métiers dans la fibre? Oui, bonjour à tous. Donc, juste pour me représenter, donc Amandine Boise, responsable ressources humaines sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, avec un autre RH qui s'occupe plutôt de la Franche-Comté. Donc, moi, j'interviens sur le périmètre donc, des métiers, notamment de l'intervention, donc qui inclut aussi la fibre. Donc, pour répondre à votre question, en effet, nous, on a une approche, on va dire, aussi différente d'autres entreprises. Et on est obligé d'y réfléchir. Et justement, je pense que voilà, toutes les entreprises qui sont partenaires avec les collectivités et qui agissent sur le réseau fibre sont dans la même optique. C'est qu'aujourd'hui, et comme l'a bien dit Monsieur Leroux, on attend des compétences justement très techniques, très terrain de nos salariés qui exercent des métiers sur la fibre. Mais on attend également des compétences, on va dire, plutôt posturales. Et ça, c'est aussi quelque chose c'est dans notre politique Orange et avec nos écoles aussi partenaires, on y fait très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon technicien, ce n'est pas seulement une bonne personne avec des bonnes capacités techniques, c'est également quelqu'un avec des compétences type travailler ensemble, la relation client et la satisfaction client qui est au cœur du débat de la fibre aujourd'hui. Quelqu'un qui accompagne, qui est pédagogue, puisqu'en fait, on va venir développer aussi des métiers qui vont accompagner aussi ceux du terrain pour les faire monter en compétences et aussi, je dirais, alors voilà, entre guillemets ce terme-là, mais contrôler aussi l'exercice du métier sur le terrain. Et donc, en fait, on recherche aussi des profils avec ces compétences-là qui vont nous permettre aussi, on ne cherche pas quelqu'un qui rentre dans un moule, mais on va prendre quelqu'un et après, on va façonner le moule pour après lui permettre justement d'exercer son métier avec les bonnes compétences au bon moment et pouvoir aussi travailler sur du plutôt long terme. Puisque comme le disait Monsieur Leroux et mes collègues précédents lors de leurs interventions, on a aussi la perspective, en fait, c'est l'après-fibre, ou en tout cas, sur du plus long terme, quelles compétences on va développer et garder aussi nos compétences rares, qui sont aussi très précieuses pour nous. Donc, on cherche des gens sur du long terme. Donc, on a l'enjeu de l'attractivité, on a l'enjeu de la fidélisation et on a l'enjeu du développement des compétences qui est très fort pour Orange. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la possibilité d'accompagner nos salariés comme il le faut là-dessus. Nous, en tant que responsables ressources humaines, mais voilà, tous les acteurs qui tournent autour de ça. Et c'est là, en fait, où voilà, nous, on a la capacité de le faire et on s'attarde là-dessus. C'est vraiment l'accompagnement des partenaires et de nos salariés sur justement les compétences de demain. Alors, après, pour répondre à la question de la cartographie des métiers, nous, on a à peu près 300 métiers sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté sur la fibre optique. Ce qui est intéressant, c'est en effet, on parle beaucoup de techniciens puisque c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux, bien sûr, qui sont les plus nombreux à déployer notre fibre optique. Mais il y a également tous les métiers qui gravitent autour de ça. Donc, on a parlé un peu des bureaux d'études, mais je tenais vraiment à aussi voir que dans les métiers de la fibre, on a aussi du développement, on a aussi de la progression dans le parcours professionnel et on a des métiers d'avenir et de l'évolution professionnelle à proposer aux salariés qui rentrent dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a des postes de chargé de projet
où là, on va être beaucoup sur des postes voilà, de cadre avec du pilotage et de l'anticipation au niveau de la fibre. On a tous ceux qui pilotent aussi en interne avec les cellules d'expertise. Voilà, des métiers qui sont méconnus du grand public de prime abord, ce qu'on voit sur le terrain, en effet, mais qui sont aussi des métiers d'avenir et sur lesquels, en fait, on va aller de plus en plus. Donc, voilà, typiquement, preuve concrète aujourd'hui, moi, j'ai un technicien qui a intervenu sur le cuivre, qui ensuite, on a fait évoluer sur la fibre et qui ensuite, dans 2-3 ans, dans son plan de développement, va aussi évoluer sur un poste de chargé de projet sur la fibre. Et ça, c'est important de voir aussi l'évolution professionnelle qu'on accompagne pour ceux qui rentrent dans ces métiers qui sont complètement d'avenir. Et même si dans 15 ans, on parlera plus de fibre peut-être, eh bien, de toute façon, on aura d'autres choses dans le réseau et les télécoms et donc les salariés pourront être accompagnés en ce sens. J'en profite pour rappeler qu'une cartographie complète des métiers de la fibre est disponible sur le site d'Objectif Fibre dans la rubrique fiche métier. C'est le point de référence qui est utilisé par tout le monde, on espère. Madame Boise, vous parliez de l'après-fibre, mais en fait, Orange fait du cuivre depuis 40 ans et aujourd'hui, je pense que vous êtes plutôt en train d'essayer de convertir un certain nombre d'agents qui s'occupaient du cuivre sur la fibre. C'est peut-être une expérience dont on pourra l'utiliser pour l'après-fibre. Aujourd'hui, comment ça se passe au sein d'Orange pour reconvertir des gens du cuivre vers la fibre? Eh bien, en effet, on devient des experts cuivre. Donc, on a des salariés depuis bien longtemps qui travaillent sur ce réseau-là, des techniciens qui ont fait d'ailleurs techniciens pendant 30-40 ans et qui sont encore sur le cuivre. Et le but, c'est d'anticiper. Donc, ça, on le fait déjà depuis quelques années. Donc, de transposer ces compétences-là vers la fibre. Donc, bien sûr, via des formations classiques, via de l'accompagnement, mais également sur des compétences en fait d'adaptation. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui qui fait preuve d'adaptation, qui fait preuve d'initiative, d'esprit entrepreneurial et qui se dit moi aujourd'hui je veux changer d'activité, on l'accompagne et on le bascule sur notamment de la boucle locale optique avec justement tout ce transfert de compétences et d'activités vers la fibre. Donc on a aujourd'hui des salariés volontaires, mais on a également des salariés vers lesquels on va amener progressivement via leurs actions, via des entretiens, via des vies ma vie, des accompagnements. On fait beaucoup un technicien cuivre qui va avec un technicien fibre pour voir ce qui se passe, pour voir comment c'est complexe, quelles compétences techniques on met en valeur, comment changer nos pratiques de tous les jours, quelle relation on a avec les collectivités. Donc, c'est vrai que c'est de l'accompagnement, on va dire, de tous les jours pour faire basculer les techniciens cuivre vers de la fibre, voire même tous les métiers autour de la fibre. Et ça, on est content de le faire et ça nous servira, bien entendu, comme vous l'avez dit, pour plus tard. Et bien sûr, on partage nos expériences avec toutes nos parties prenantes. Merci beaucoup. On ne déflorera pas plus le sujet qui est en fait celui de la table ronde numéro 2. Zacharia, peut-être en 1 minute, parce qu'on est très très timé, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cet EDEC numéro 2 est nécessaire et ce à quoi il va servir? Bon, je commence déjà par réactiver mon micro. Et donc, oui, pardon, j'ai une toute petite minute. Oui, pour nous, il est déterminant. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Comme je l'indiquais, le premier EDEC d'acte de début 2017. Et d'une part, le constat a été fait que le pic qu'on anticipe, celui que je vous ai présenté, s'éloigne avec le temps et par ailleurs s'amplifie. D'une part, et d'autre part, on constate surtout que ce premier EDEC a vécu, il nous a apporté beaucoup. Mais comme je l'indiquais, on a besoin d'encore affiner quelques compétences particulières qui sont spécifiques à celles de ce que j'appelle le raccordement. Le raccordement, c'est le raccordement client. C'est la dernière, c'est le dernier tronçon de fibre qui va justement jusqu'à l'utilisateur final. Donc, il y a des petites encore d'amélioration à trouver, s'agissant des formations à construire, de la politique RH à mettre en place. Et comme on l'a tous dit tout à l'heure, il faut d'ores et déjà
penser aux passerelles vers les relais de croissance, qui sont évidemment, on parle de la maintenance, mais il n'y a pas que la maintenance, il y a aussi la 5G, comme ça a été évoqué plusieurs fois, ou tous les autres métiers du numérique qui sont connexes à cet univers. Venir développer une expertise numérique grâce au déploiement de la fibre, c'est, de mon point de vue, offrir des perspectives aux gens dans un tout nouvel univers. Donc, il ne faut absolument pas ignorer cela, d'où le sens de cet EDEC dans lequel vous avez compris que l'État sera ravi de contribuer. Merci beaucoup, Zakaria, d'avoir tenu le timing. Je reprends la main avant que la session coupe. Merci à l'ensemble des intervenants. Merci à vous d'avoir participé dans le public. Je vous invite à vous connecter dans la session suivante, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de témoignages vidéo, encore une fois, Objectif Fibre, sur les enjeux, des témoignages d'apprentis. Et on se retrouve tout de suite après sur la session encore suivante, celle de la table ronde numéro 2 sur les formations et l'après-fibre. Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt.